Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, ceux qui ont mis leurs... Super, ça marche, merci beaucoup. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes. Ça va, ça vous éblouit pas trop? C'est fort dans les projecteurs. J'ai les yeux très sensibles. Moi, j'ai des lentilles, je finis par... Je vais finir mes ateliers comme ça. Non, mais c'est vrai, ça... Moi, j'en suis à mon 4e, mais je suis ravie de le finir avec vous, parce que c'est un sujet que j'adore en plus. Donc, on vous sent ouais. habité. Non, mais c'est vrai, j'aime ça. Je suis ça. Je me souviens, j'ai fait le portrait de la fondatrice de l'ARES en 2000. Et donc, c'était vraiment le tout début de l'extra-financier. Et puis depuis, alors, je ne suis pas du tout une connaisseuse comme vous, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment, évidemment, extrêmement important de plein de points de vue. Quoi. Donc, oui, d'ailleurs. Oui, mince, je n'ai pas goûté, c'est pas grave. Ils entendent. Vous savez tout. Et d'ailleurs, on va démarrer. Je disais donc que c'est un sujet passionnant pour tous ceux qui viennent de m'entendre, ce que je croyais être off, mais j'avais oublié que le micro était ouvert. Donc, si vous êtes OK, on va démarrer sur ce fameux sujet, le sujet de l'ISR. Alors, on en a beaucoup parlé pendant cette journée. J'ai vu qu'il y avait différents ateliers. Et là, sur cet atelier-là, on va aborder la question par l'angle a priori pas forcément le plus agréable, mais le plus important, à mon sens, qui est celui de la réglementation et de la labellisation. Comment se retrouver dans le maquis de la réglementation ISR. Alors, ce que je trouve intéressant en préambule, c'est de toujours donner les résultats d'une grande étude qui est faite chaque année au moment de la semaine de la finance solidaire, qui est faite non pas par des financiers, par des banquiers ou que sais-je, mais par le FIR, le Forum de l'investissement responsable. Et c'est une étude menée par l'IFOP auprès du grand public. Ça fait des années qu'ils la font, ça fait des années que le résultat est à peu près le même. Il y a pratiquement autant de personnes qui disent qu'il est important d'avoir un impact environnemental, de donner du sens à leur épargne à travers un impact environnemental, sociétal, de gouvernance. Et ils sont aussi nombreux. Cette année, c'est 59% qui disent ça et 59% qui affirment n'avoir jamais entendu parler de l'ISR. Donc on est vraiment dans un hiatus permanent parce que ça fait des années que c'est comme ça. Alors, il ne faut pas désespérer. Chaque année, malgré tout, il y a des petits pas qui sont faits en faveur d'un meilleur accès de cet investissement socialement responsable auprès du grand public. Et un des pas qui a été fait, c'est la loi Pacte récemment, qui, en obligeant les assureurs à proposer systématiquement depuis le mois de janvier 2020 dans leurs nouvelles offres au moins un fonds soit labellisé ISR, soit labellisé Greenfin, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est-à-dire le label de transition énergétique, écologique, pardon, je ne sais plus, bon bref, de la transition environnementale pour faire simple, soit un label solidaire. Donc on le sait aujourd'hui, l'assurance vie reste quand même le premier vecteur d'épargne avec plus de 1800, on doit être à 1850 milliards d'euros d'encours aujourd'hui. Donc ça, c'est un pas qui est fait vers le plus grand public en obligeant, entre guillemets, les assureurs à systématiquement proposer une offre durable ou solidaire dans leur contrat. Mais une fois qu'on a dit ça, tout reste à faire parce que ce dont on s'aperçoit dès qu'on interroge le grand public sur ces notions d'ISR, c'est que ce qu'ils veulent, les potentiels épargnants, c'est avoir, entre guillemets, des preuves, pouvoir s'appuyer sur des repères pour être sûr que non seulement ce vers quoi ils vont aller va être un investissement solide, rentable, et vraiment socialement responsable et que ce ne soit pas du fameux greenwashing dont on entend évidemment parler et souvent pas à tort. Donc,
pour essayer de voir quels sont ces repères possibles, pour essayer de répondre à la question de sur quelle réglementation, sur quel label surtout je peux m'appuyer aujourd'hui pour m'assurer que mon investissement est suffisamment socialement responsable. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Catherine Crozat, qui est donc responsable des projets ESG chez CPRAM, et Vincent Roinel, qui est responsable commercial du portail d'Amundi dédié au CGP, qui est donc le comptoir. Alors, on va essayer, dans le temps qui nous est imparti, de vous dire le maximum de choses. Enfin, moi, je ne vais pas dire grand-chose, je vais plutôt vous écouter sur ces questions de réglementation, de labellisation, de comment on peut s'y retrouver dans ce qui devient presque l'éternel mot marketing. Maintenant, tout est ISR, mais qu'est-ce que l'ISR? Donc, peut-être juste en introduction, même si certains d'entre vous doivent les connaître, un petit mot sur CPRAM et un petit mot sur le comptoir avant qu'on démarre. Je ne sais pas, Vincent? Oui, bonjour à tous. Donc, j'espère que je ne parle pas trop fort. J'ai tendance à crier souvent dans les micros, donc ça devrait aller. C'est la fin de journée, je commence moi aussi à fatiguer, donc j'espère que je vais être le plus clair possible. Donc, je suis le responsable des partenariats du groupe Amundi. On a créé une marque dédiée au CGP qui s'appelle Le Comptoir, qui vous donne accès en fait à toute l'offre du groupe Amundi, donc essentiellement des fonds, avec l'offre de CPR Asset Management. Vous connaissez certainement, pour certains d'entre vous, la gamme Croissance de CPR, qui est une gamme d'allocation d'actifs. Vous avez également une offre thématique très intéressante, puisque souvent très couplée à l'ESG. Et donc, on va en reparler dans le cadre de cet atelier. Bien sûr, on n'est pas là pour forcer les produits aujourd'hui, on est vraiment là pour vous amener du contenu. On distribue également une offre autour de l'immobilier, puisque c'est la moitié des encours aujourd'hui gérés pour les CGP. Donc on gère à peu près 2 milliards, dont 1 milliard en immobilier, donc sous forme de société civile, de SCPI ou d'OPCI. Et là aussi, d'ailleurs, il y a des impacts très très forts, puisqu'il y a d'autres labels dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer sur le label financier. Donc, on est basé chez CPR Asset Management. CPR Asset Management, c'est une boutique qui fait 60 milliards sous gestion. Donc, c'est déjà une belle petite boutique. Filiale à 100% du groupe Amundi qui, lui, gère 1850 milliards. Alors, il faut quand même dire cocorico parce que pour une fois, il y a un Français qui est dans le top 10 mondial. Derrière, devant nous, il y a 7 Américains. Mais Amundi est 8e mondial en encours, donc avec 1850 milliards. Donc, je pense avoir fait le tour de la présentation du groupe qu'on représente. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'expertise et nos vues ESG côté CPR Asset Management. Eh bien, vous me faites ma relance. Donc, l'expertise, nous l'avons avec Catherine. Et j'ai première question basique, mais l'ISR. ISR, ESG, on utilise un terme, on utilise l'autre. Est-ce que ces deux notions se recoupent totalement? Est-ce qu'on parle de la même chose et de quoi parle-t-on? Alors, pour revenir aux définitions, l'ISR, l'investissement socialement responsable, ça va être un investissement qui va allier performance financière et développement durable. Et l'investissement socialement responsable va se diviser en 3 catégories. La première, ça va être un type d'investissement qui va pratiquer l'exclusion. Donc, on va par exemple faire une exclusion sectorielle des secteurs fossiles, par exemple du tabac, de l'alcool ou de certains secteurs. Le deuxième type va être la prise en compte de critères ESG. Et c'est là où finalement l'ESG, c'est une partie de l'ISR. L'ESG, donc environnement, social et gouvernance, ça va être donc la prise en compte de ces critères-là, donc soit pour la maison de gestion en faisant son propre score ESG, soit en ayant des fournisseurs de données qui vont noter les entreprises sur ces 3 aspects-là. Et enfin, donc la troisième façon de faire de l'ISR va être l'investissement thématique. Donc là, on est sur une thématique, donc soit le climat, la gestion de l'eau par exemple, la réduction des inégalités, qui est donc un type d'investissement socialement responsable. Ceci étant, quand on dit ESG ou ISR, on ne se trompe pas tant que ça, quoi. On est quand même, voilà, juste parce que c'est vrai que déjà, c'est une première confusion. Alors, il y a une autre confusion très, très courante, moi je la vois régulièrement, entre ce qu'on appelle l'ISR, on va dire l'investissement socialement responsable, et l'investissement solidaire. On n'est pas du tout sur la même chose. Les deux notions sont souvent confondues. Là aussi, peut-être un petit point rapide, juste c'est pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, et ensuite on rentre dans le détail de tout ce qui est réglementation. Vincent, peut-être sur tout ce qui est vraiment solidaire, purement solidaire. Alors, sur l'investissement solidaire, c'est vraiment une spécificité
très très particulière, puisqu'en fait, il va falloir que vos investissements, quand vous êtes gérant de fonds donc solidaires, il faut que vous ayez des investissements dans des sociétés qui sont eux-mêmes solidaires. Donc je vous en citais toute une série que vous connaissez certainement. Dans le logement accompagné. Le logement accompagné, ça peut être une société comme Habitat Humanisme. Alors, je dis société, c'est pas du tout une société, c'est une association. C'est rarement coté, voire jamais. Et donc, en fait, on est sur des sociétés qui ne vont, enfin, vous voyez, je m'y perds. Hein. C'est pas des sociétés, c'est bien des associations. Donc, l'impact, si vous voulez, en termes d'investissement est relativement particulier, puisque il ne faut pas s'attendre à un retour sur investissement comme quand vous investissez sur des actions. Un autre exemple, par exemple, sur tout ce qui va être solidarité internationale, par exemple, on va aller travailler avec une association, la Laiterie du Berger, par exemple. Vous voyez, typiquement, on n'est pas sur des sociétés qui vont être, on n'est pas sur Lactalis. On n'est pas encore, je ne sais même pas si Lactalis est coté en bourse, mais on n'est pas sur Danone. Vous voyez, on est sur des structures qui sont à vocation solidaire. Alors, généralement, ce n'est pas 100% de l'investissement qui est fait dans ces sociétés-là. Typiquement, je vais vous citer ce qu'on fait nous dans le programme de Amundi Solidarité. C'est un programme dans lequel on va avoir 15% à peu près investi dans ces structures-là. Et c'est pour ça que le fonds bénéficie du label Finansol. Et quand vous gérez plus d'une centaine de millions, ça commence à faire un petit peu d'argent. Si on dit 15%, ça fait quand même 15 millions investis dans ces programmes-là. À côté de ça, vous allez avoir un investissement plus traditionnel. Ça ne veut pas dire aussi que les fonds solidaires vont être forcément les mieux notés dans les critères SFDR. J'anticipe la question d'après, puisque Catherine va vraiment être très précise là-dessus. Sur les notions de SFDR, vous allez voir, ça va vous impacter vous aussi. On n'a pas forcément les meilleurs scores en SFDR et c'est pas grave. La logique de solidarité est différente. On investit dans ces sociétés-là, et je dis encore société alors qu'on parle bien d'association. Et à côté de ça, évidemment, vous avez aussi la possibilité dans le cadre de ces fonds solidaires de faire partager avec les associations bénéficiaires, partager les revenus, les frais de gestion et même les droits d'entrée. Donc ça veut dire que si je prends un exemple très concret, je reprends Solidarité Habitat Humanisme, qui est le fonds le plus connu, que vous pouvez souscrire dans plus de 180 contrats d'assurance vie en France. Aujourd'hui, concrètement, on estime qu'on va reverser 186 000 € de frais de gestion, rien que de frais de gestion, et 85 000 de dons. Le don, c'est tout ce qui va être autour des droits d'entrée qui vont être pris sur le fonds et qui vont en fait être reversés intégralement à l'association. Donc on est vraiment sur une approche qui est très différente de l'ISR-ESG au sens financier. On est vraiment sur une approche particulière. Vous avez envie, vous avez des clients, vous avez des associations ou des congrégations qui vont vous dire, moi j'ai besoin de donner du sens à mon investissement, mais un sens de partage. C'est-à-dire je veux savoir exactement combien d'euros vont être reversés à cette association en particulier. Donc nous, on travaille entre nous avec essentiellement Habitat Humanisme, qui a son propre stand à Patrimonia, par exemple, mais également CCFD Terre Solidaire, l'Institut Curie également, et donc dans lequel on reverse en fait systématiquement une partie des frais de gestion. Sur le solidaire, mais ça vous le savez, la plupart d'entre vous, c'est vrai que le label qui fait référence, c'est Finansol, parce qu'au moins on est sûr que tout ce qui a été labellisé Finansol est solidaire au sens d'un certain nombre de critères extrêmement précis. Mais nous, ce sur quoi on va se centrer là à l'instant, ce sont les labels ISR. Alors, je le disais tout à l'heure, la loi Pacte, à travers l'assurance vie, impose désormais aux assureurs de proposer un fonds dans leur offre de multisupport, au moins un fonds labellisé ISR ou labellisé Greenfin. Mais il y a d'autres labels ISR. Donc Catherine, est-ce que vous pouvez d'une part, là aussi assez rapidement, on a quand même le temps, mais je veux dire c'est tellement complexe, nous donner des exemples de quelques labels qui sont dignes de ce nom, qui sont dignes de labelliser des fonds ISR, mais surtout nous parler plus précisément du label ISR français, je ne sais pas comment on peut dire, dont le cahier des charges, je crois, a été récemment resserré. Donc il y a label ISR et Greenfin. Voilà, tout ce que vous pouvez nous dire sur ces labels les plus répandus dans nos investissements. Alors, tout d'abord, en introduction, je veux juste rappeler que les labels ont été mis en place pour justement le client final, pour l'aider finalement à flécher son investissement et à faire confiance finalement à un fonds labellisé comme étant ISR.
En Europe, on a différents labels qui sont notamment adaptés aux différentes sensibilités des États en question. On va avoir le label ISR France, donc pour les fonds ISR, le label Greenfin qui est pour les entreprises qui vont aider à la transition énergétique et écologique. Donc on va avoir par exemple des entreprises d'énergie renouvelable, 100% énergie renouvelable, des entreprises qui vont être exposées à l'efficacité énergétique des bâtiments. Et on va avoir par exemple aussi le label belge, Febelfin, qui lui par exemple va exclure les énergies fossiles. Le label allemand, FNG, qui va exclure le nucléaire. Donc vous voyez, on est vraiment sur des sensibilités des États qui vont être différentes. Pour revenir au label ISR France, donc effectivement, il a été renforcé, donc rendu plus strict assez récemment, l'année dernière. Et notamment, il faut retenir 2 conditions donc pour respecter ce label ISR français. C'est une de ces 2 conditions. La première, soit exclure 20% de son univers de départ d'investissement pour un fonds. Et donc, avec ces 20% d'exclusion, on estime que c'est suffisant, enfin qu'on est assez sélectif pour être labellisé comme ISR. Et la deuxième possibilité pour être labellisé, c'est améliorer, avoir un score meilleur que l'univers de départ auquel on aurait enlevé les 20% pires note ESG. Donc avoir une note ESG meilleure que cet univers filtré. On a aussi eu des côtés plus stricts pour ce label pour la définition de l'univers de départ. Parce que si on définit un univers de départ qui va être plein d'entreprises très mal notées, etc., ça va être plus facile d'exclure les 20%. Donc là, en fait, on a été très strict dans le label pour définir l'univers en fonction vraiment de la thématique du fonds, de quelque chose de vraiment logique et cohérent, et pas quelque chose, on va dire, de rendu brun pour que la norme soit respectée. Alors, les labels sont eux-mêmes le fruit, et c'est là aussi l'objet de notre atelier, de cette fameuse réglementation, une réglementation foisonnante depuis une dizaine d'années, hein, je dirais grosso modo. Alors, sans rentrer dans les méandres, parce que c'est vraiment des méandres, hein, je pense que le terme est pas du tout exagéré. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de synthèse? Là aussi, l'exercice n'est pas facile, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'on va peut-être s'y retrouver. Alors, je mets les bornes pas trop loin. Je pense, si on remonte à la loi d'août 2015 sur la transition énergétique qui a donné lieu au fameux article 173, on nous parle toujours d'article 173, mais de quoi s'agit-il? Jusqu'à ce que vous évoquiez à l'instant, Vincent, le SFDR, règlement européen cette fois-ci, dont le volet taxonomie, tout ça, je vous parle, j'ai l'impression de même pas comprendre ce que je dis. C'est pour ça que j'ai hâte de vous entendre. Le fameux volet taxonomie va rentrer en vigueur, si je ne me trompe, en juillet 2022. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réglementation? Comment elle peut être facilement compréhensible par les conseillers en gestion de patrimoine pour qu'eux-mêmes puissent en faire une synthèse audible et compréhensible auprès de leurs clients? Alors, la réglementation en général a été mise en place, encore une fois, pour apporter de la transparence aux clients et justement éviter tout ce qui est greenwashing. Donc, justement, une confiance puisse s'instaurer. Donc, la première chose dont vous parliez, la loi énergie-climat, donc, et l'article 173 en 2015, demandait donc aux institutionnels et donc aux sociétés de gestion d'être transparents, donc de publier sur la prise en compte des enjeux ESG, sur les empreintes carbone aussi, et sur la prise en compte des risques physiques, des risques de transition, donc liés au changement climatique. Cet article 173 va se transformer en article 29 et sans rentrer dans le détail, il va intégrer désormais des aspects biodiversité sur lesquels donc, les risques liés à la biodiversité devront être pris en compte et donc publiés. Chaque société de gestion devra publier la prise en compte de ces risques. Pour ce qui est de la taxonomie et SFDR, en fait, ça a été tout un arsenal de réglementation européenne qui a été mis en place pour flécher l'argent vers flécher les investissements vers les activités durables. Et donc, cette taxonomie, c'est, on va dire, un catalogue de toutes les activités qui sont éligibles à justement un investissement et qui peuvent être catégorisées comme vertes, comme œuvrant pour contrer le changement climatique. SFDR va être le volet disclosure, donc règlement, ça va être tout ce qui est dans la publication. Et donc SFDR va demander aux sociétés de gestion, donc toutes les sociétés qui vont commercialiser des fonds en Europe,
de catégoriser leurs fonds suivant 3 catégories. Donc la catégorie article 9 va être la catégorie la plus vertueuse, parce que ça va être les fonds qui ont un objectif durable et qui ont un indicateur, qui vont pouvoir améliorer un indicateur dans le temps. Je vous donne un exemple, l'empreinte carbone par exemple. Un fonds va dire je me positionne sur l'empreinte carbone et mon fonds va s'améliorer, améliorer son empreinte carbone dans le temps et avoir une meilleure empreinte carbone que son indice de référence ou son univers. L'article 8, donc la deuxième catégorie pour SFDR, va être pour les fonds qui prennent en compte les enjeux durables, donc l'ESG, mais sans avoir un objectif d'amélioration dont je viens de parler, donc l'empreinte carbone ou l'empreinte eau ou n'importe. Et enfin, la dernière catégorie, article 6, c'est aucune de ces 2 catégories, donc là, il n'y a pas de prise en compte du tout de l'ESG. Donc cette réglementation, donc c'est obligatoire, il a fallu catégoriser ces fonds en mars dernier, mars 2020, et il va falloir donc publier notamment l'indicateur en question si on est article 9, sur lequel on s'améliore, mais aussi toute une gamme d'externalités négatives où en fait 1 euro qui serait financé dans le fonds, finalement quelles vont être les externalités en termes de carbone, en termes d'impact sur la biodiversité, sur l'eau, en termes d'impact sociétaux aussi. Et donc tout ça va rentrer en vigueur donc, en 2022, en juillet 2022. J'ai 2 petites questions, j'ai pas tout compris. Déjà, vous nous dites l'article 173 devient l'article 29, juste l'article 29 de quoi? D'accord, on a juste changé le numéro. Ok, c'est juste, vous voyez, rien que ça, déjà, on se dit pourquoi article 29. Bon, c'est juste, voilà, pour comprendre ça. Et là, vous venez aussi de nous expliquer toutes les nouvelles contraintes, on va les appeler comme ça, auxquelles va aboutir la taxonomie. Est-ce qu'on se rassure que si je me mets toujours à la place du particulier qui continue à même pas savoir ce qu'est l'ISR. Est-ce que au moins on lui dit voilà, je vous propose tel contrat d'assurance vie avec tel label ISR, on va prendre le label français pour pas aller trop loin. Est-ce ces labels vont systématiquement respecter tout ce que vous venez de nous décrire? Oui, toutes les règles seront respectées parce que c'est un auditeur externe qui donne justement le label ISR France et qui vérifie justement que toutes les conditions sont respectées. Oui, c'était un des points qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire que qui donne ce label? Alors, c'est un auditeur externe, donc je ne sais pas si je peux en citer. Donc Ernst Young par exemple, Ernst Young ou Deloitte ou l'AFNOR par exemple sont habilités à donner ce label. Alors là aussi, sans rentrer dans les détails et sans faire forcément de pub à CPRAM, mais comment toute cette réglementation, cette labellisation se traduit dans une gamme, dans une offre? Quelle est un petit peu les lignes de force? Parce que tout le monde fait de l'ISR aujourd'hui. Tout le monde, il y a le catalogue ISR. Avec la fameuse loi Pacte, on a vu une inflation du nombre de fonds labellisés. J'aurais dû venir avec les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais le côté inflation, je l'ai bien en tête. Du coup, tout est labellisé, ça recrée un petit peu de défiance, faut bien le dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une gamme, comment vous construisez votre gamme? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez CPRAM, par exemple, ou d'une façon plus générale chez Amundi, pour être sûr pour donner confiance à votre investisseur? C'est quoi les lignes de force? Et vous avez sans doute vos propres équipes peut-être aussi qui viennent mettre leur propre cuisine par rapport au label. Enfin bon, là aussi, il y en aurait pour des heures, mais nous donner quelques grandes lignes qui permettent au CGP d'être sûr que une gamme dite ISR l'est vraiment. Vincent, peut-être. Oui, alors c'est sûr que c'est encore tout ça relativement nouveau. Faut être lucide et il faut rester très modeste. Alors déjà, je pense qu'il faut peut-être revenir aussi sur l'approche ISR-ESG. Vous avez un peu deux visions. Nous, la vision que l'on porte côté CPR, il y a pas mal d'acteurs qui portent cette vision, c'est que nous souhaitons investir dans des sociétés qui visent à s'améliorer. On considère que je vais vous donner un exemple très concret, c'est plus important d'investir chez Total Energy en essayant de regarder tous les efforts qu'ils vont produire pour pouvoir s'améliorer dans leur process ESG,
plutôt que d'investir dans une petite capitalisation qui ferait que de l'éolien. Je simplifie volontairement le trait, mais c'est exactement notre approche. Nous cherchons à investir dans des sociétés qui s'améliorent, qui visent à s'améliorer. Il faut rester lucide. Le marché est composé de nombreuses valeurs et elles sont, on va dire, toutes inscrites dans un écosystème. Vous ne pouvez pas sortir l'énergie comme ça du jour au lendemain. Alors, dans notre offre, en fait, on voulait faire simple pour nos investisseurs. Simple, ça veut dire que tous nos fonds ne seront pas SFDR 9, c'est-à-dire on va dire la top vertu de l'ESG. On va avoir une gamme, enfin on a une gamme aujourd'hui à impact, c'est-à-dire que on va pouvoir, si vous voulez, le monde de la gestion d'actifs, c'était un monde dans les années 80, vous vous souvenez de Michael Douglas avec Wall Street, Greed is good. L'avidité, ça a du bon. Ça, c'était les années 80. Puis est arrivé le risque avec 1980, fin des années 90. D'abord un petit crack obligataire en 94, puis surtout la belle correction des années 2000, puis 2008, où on a cru bien que l'asset management allait s'arrêter, enfin pour ma part en tout cas. Et en fait, on a intégré les notions de risque. Donc on était en risque-rendement. Et puis arrive finalement une troisième logique, une logique qui arrive aussi avec peut-être un changement générationnel. C'est une vision en 3 dimensions, à savoir, et finalement, il sert à quoi mon investissement? Il sert à quoi concrètement? Pour combien d'euros investis, enfin avec les euros que j'investis dans ce fonds-là, qu'est-ce que je fais pour la société? Quel est mon impact sociétal? Et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors voilà, je vais faire ma minute de pub. Voilà. Ça s'appelle un rapport d'impact. Donc pour tous ceux qui vous disent je suis une gestion à impact, eh bien exigez le fameux rapport d'impact. Je peux vous dire que c'est du boulot. Donc chaque année, on sort un rapport d'impact qui va permettre justement, alors là vous avez celui de Food for Generation. Bon bah ça c'est le défi alimentaire. Alors, vous savez qu'on va être bientôt 9 milliards de terriens, que les terres arables se réduisent parce que y a des terres qui sont de plus en plus difficiles à cultiver. Il y a l'urbanisation grandissante qui fait que ça réduit les terres arables. Et puis parfois, on n'a même plus assez d'agriculteurs. Et donc tous ces sujets vont devoir être traités dans un cadre simple. C'est finalement, si j'investis dans ce fonds-là, qu'est-ce que je vais faire pour le bien de la planète, à savoir utilisation raisonnée de l'eau, utilisation raisonnée de pesticides, utilisation raisonnée de plastique, parce que dans tout ce qui va être transformation alimentaire, vous avez une consommation de plastique absolument phénoménale, donc on préfère le carton évidemment. Et donc tous ces rapports, enfin toutes ces notions vont être intégrées dans ce fameux rapport d'impact. Donc nous aujourd'hui on a 4 stratégies sur on a donc toujours connecté à des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là c'est le fin zéro, c'est l'objectif numéro 2, ça c'est si vous voulez briller en soirée. Vous avez un objectif également autour d'un fonds qui s'appelle éducation, qui va être finalement l'équité déjà homme-femme, parce que les femmes dans le monde n'ont pas accès au même niveau d'éducation que les hommes. On a un fonds également Social Impact qui justement revient aussi là-dessus, sur ce qu'on appelle le gender equity, donc l'équivalent et l'équité homme-femme. Et puis enfin, on a un fonds sur le climat. Alors évidemment, un fonds sur le climat, vous allez me dire avec la COP26, c'est normal. Ce fonds, il existe déjà depuis quelques années et il vise justement à contribuer à une augmentation très raisonnée de la Terre, parce que si la température terrestre prend encore quelques degrés, on ne fera plus de l'asset management, vous ne ferez plus de l'épargne financière pour vos clients, et on aura d'autres sujets bien plus graves à se préoccuper. Donc on a 4 fonds aujourd'hui qui accompagnent nos investisseurs en action, mais on commence également à intégrer évidemment des gestions obligataires. Parce que la difficulté, je voulais peut-être juste glisser ce mot-là, c'est que c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, il est bien plus facile aujourd'hui d'évaluer une entreprise qu'un État. Aujourd'hui, si vous prenez, et vous savez que dans le monde obligataire, il y a énormément d'émissions obligataires qui sont faites par les États. Et c'est extrêmement dur, par exemple, d'évaluer
l'État italien, par exemple. Est-ce que l'État italien est plus ESG que l'État français ou l'État espagnol? Aujourd'hui, vous avez encore d'organismes qui font ça, excepté peut-être le Carbon Disclosure Project, qui est avec un programme ONG qui est financé par, c'est important de le dire aussi, financé par des gens qui ont beaucoup d'argent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour mener à terme je dirais ces projets. C'est le milliardaire Michael Bloomberg, que vous connaissez tous. Je pense qu'il a postulé à plusieurs postes aux États-Unis, dont la fonction présidentielle. Et en fait, cette ONG note plus de 7000 entités dans le monde. 7000 entités, dont 2600, 2700 valeurs, c'est ça à peu près, Catherine. Et le reste, ce sont en fait ça peut être des métropoles, des collectivités territoriales, qui peuvent donc être évaluées également par cette ONG. Et si justement l'État italien, par exemple, émet une dette, peut-être que le Carbon Disclosure Project aura un avis sur cette émission. Et ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, pourquoi finalement l'ESG n'est pas encore si populaire que ça en France? C'est parce que les Français ne sont pas des investisseurs actions. Et donc, on a aussi ce biais-là à intégrer qu'il faut. Et on a encore beaucoup de boulot, nous, producteurs. Vous, pour ceux d'entre vous qui êtes des distributeurs de produits et qui proposez des produits à vos clients, et bien là, c'est pareil, vous avez aussi une grande pédagogie à fournir encore, à mon avis, pour de nombreuses années. C'est un des points justement qui semble... Alors d'abord, moi je me suis toujours demandé en effet qu'est-ce que c'est qu'une obligation socialement responsable. Vous commencez à me donner quelques éléments. Alors autant sur de l'obligataire privé, on peut refaire une grille d'analyse qui rejoint celle des actions. Mais alors sur les États, qu'est-ce qu'un État socialement responsable? On rentre dans des débats philosophiques à n'en plus finir. Donc c'est vrai qu'il y a un univers... dès qu'on parle d'investissement socialement responsable, on est vraiment face à un univers en expansion infinie, si je puis dire. Alors justement, pour essayer de concilier les aspirations des épargnants à donner du sens, enfin un peu de sens, suffisamment de sens à leur acte d'investissement, et aider les conseillers en gestion de patrimoine à promouvoir telle ou telle offre censée apporter une réponse de sens, ça reste compliqué, je trouve. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut donner un petit peu comme ligne de conduite? Je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Comment aider, je dirais plutôt les choses comme ça. Comment vous, partenaires des conseillers en gestion de patrimoine, vous pouvez les aider? Vous connaissez la réglementation, Catherine, vous avez vos gammes de fonds, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment aider le conseiller en gestion de patrimoine à faire en sorte que l'investisseur passe à l'acte ISR sans se noyer dans la réglementation, mais en ayant quand même suffisamment de repères pour avoir l'impression que ce qu'il fait, c'est pas juste le fameux greenwashing, c'est-à-dire se donner bonne conscience facilement. Je ne sais pas s'il y a des outils. Je vous pose la question, Vincent, Catherine. Alors, on va travailler avec les associations, notamment de CGP, à des formations sur l'ESG pour expliquer ce que c'est. Quand Catherine est extrêmement pédagogue, je peux vous le dire, parce que j'ai déjà pu assister à des présentations de Catherine qui vont rentrer un petit peu dans le détail de la gestion. Parce que finalement, quand on analyse par exemple le secteur automobile, on ne peut pas l'analyser pareil que le secteur des semi-conducteurs ou le secteur de la finance. Et donc, on a développé toute une série de petits détails, mais qui font beaucoup dans la sélection de nos valeurs. Et pour ça, on est prêt aussi à l'expliquer à des partenaires, sous forme d'ailleurs parfois de jeux. Donc il y aura un jeu sur l'ESG courant 2022. Donc on travaille justement à ces formations qui doivent être réglementaires, parce que vous savez très bien que vous aussi, en tant que distributeur, vous avez suivi la réglementation SFDR. Et si vous êtes plus de 3 salariés, dans votre cabinet, vous devrez adopter dans votre site internet notamment toute une série de prérogatives. Alors je vous invite à vous rapprocher de vos distributeurs assurance vie pour qu'ils vous expliquent comment ça marche, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Mais quand vous serez en distribution de produits, vous devrez donc assumer d'être un distributeur de produits
normaux ou d'amener effectivement une qualité supplémentaire, entre guillemets, qui sera la nomenclature 6, 8 ou plutôt 9. Je vous invite à aller tout de suite vers le ranking, j'allais dire le classement 9 qui est le plus adapté. Donc ça, c'est déjà un premier point, la formation. Et puis, il y a un autre sujet, c'est aussi de ne pas hésiter à utiliser les fameux rapports d'impact, qui sont des rapports qui se lisent très bien. Alors évidemment, comme on est sur du zéro papier, il n'y en aura pas 50 000 produits, hein, mais vous pouvez très, très aisément accéder sur notre site à tous nos rapports d'impact qui vous expliquent, par exemple, sur le fonds éducation, eh bien, pour 10 000 euros investis ou 100 000, enfin, après vous ferez les règles de 3 qui vont bien, combien d'enfants, par exemple, ont été formés combien d'enfants de 6 à 18 ans ont été formés dans le monde entier. Voilà. Donc c'est quand même relativement parlant. Et si vous croyez à l'éducation au niveau mondial, auquel je crois beaucoup personnellement, eh bien vous avez un impact immédiat et très clairement et facile à expliquer aux clients. Et puis dans le rapport d'impact, après vous avez plein d'histoires sur pourquoi on a investi dans telle entreprise ou telle autre. Je peux vous citer un exemple d'une société qui s'appelle John Deere, qui fabrique vous savez, c'est les tracteurs verts dans les campagnes. Et John Deere, en fait, on se dit un tracteur c'est plutôt un peu polluant. Alors certes, hein, ça reste polluant, mais ils utilisent une technologie qu'ils ont développée avec une start-up californienne qui utilise une caméra optique à intelligence artificielle qui a répertorié plus de 75 millions d'herbes différentes, enfin de mauvaises herbes différentes. Et en fait, avec un capteur qui permet d'envoyer du pesticide seulement sur les mauvaises herbes, celles qui vont aller, entre guillemets, bouffer la graine, eh bien, en fait, vous allez avoir une réduction de 90% des pesticides utilisés. Et c'est une très très bonne nouvelle parce que généralement, les pesticides finissent plus ou moins dans notre assiette. Donc vous voyez la vertu de ce type de valeur. Alors, je pourrais vous en citer plein d'autres. Elles sont toutes dans ce rapport d'impact. Donc 4 fonds et puis surtout, je dirais, restons modestes et humbles. Nous, on essaie d'investir dans des sociétés qui s'améliorent, qui cherchent à vraiment rentrer dans cette démarche de façon convaincue et ne pas évidemment exclure entre guillemets, les entreprises qui sont dans les secteurs les plus polluants. Alors, juste une dernière question pour finir que je vous pose, Catherine. Question peut-être idiote, mais c'est pas grave, je l'assume. Est-ce que vous pensez que la réglementation, là, telle qu'elle va aboutir en juillet 2022, va enfin être une base stable, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer durablement, c'est le cas de le dire, dessus, ou est-ce que vous pensez que ça va continuer à chaque fois d'évoluer, donc amener les professionnels à toujours réapprendre, à toujours se reformer? C'est une question un peu idiote, mais en même temps, elle est importante parce que on a l'impression que déjà, on commence à peine à comprendre que ça a déjà bougé. Donc, est-ce qu'il y a une chance que tout ce qui vient de se mettre en place au niveau ça veut dire quoi d'ailleurs, SFDR, hein? Voilà, je vous laisse. Et puis savoir, est-ce qu'on va vers un peu une stabilité de la matière? Donc SFDR, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation. Donc c'est finalement la réglementation pour tout ce qui est publication de finances responsables. Ma vision, c'est plutôt que la réglementation va continuer à évoluer et notamment pour adresser des thèmes différents. Parce que, par exemple, la taxonomie s'est attaquée finalement aux activités liées au changement climatique, mais il y a encore aussi les activités, par exemple, liées au social, la prise en compte de tout ce qui est social, qui est très peu aujourd'hui pris en compte dans la réglementation. On est beaucoup sur le changement climatique. Là, on l'a vu, la biodiversité est prise en compte maintenant dans la nouvelle version de l'article 173. Et un peu malheureusement, je pense que la réglementation va continuer à évoluer et être de plus en plus exigeante. J'espère que tout ça ne vous décourage pas trop, au contraire, et que vous donne envie malgré tout de continuer d'investir auprès de vos clients pour l'ISR. Alors, y a-t-il des questions sur cette thématique, monsieur? Alors, c'est juste très désagréable, je suis obligée. Je vous passe le micro
Et je relève votre question pour qu'elle soit entendue auprès de... C'est pas très pratique, mais on va y arriver. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà au niveau européen une sorte de super label qui permette de maintenir, j'allais dire, l'unicité du marché, sachant que, d'après ce que j'ai compris, effectivement, ou ce que j'entends, il y a autant de labels que de pays, et parfois parfaitement contradictoires, exemple du nucléaire et d'EDF. Je veux savoir s'il y a une solution par rapport à ça. Donc je relais. Est-ce qu'on va vers un label européen qui serait un peu homogène? Alors, il y a des discussions aujourd'hui sur l'écolabel, qui serait un label européen, donc l'écolabel. Mais on voit que ça a du mal à aboutir, et notamment parce que chacun des États a son propre agenda, on va dire, et ses propres sensibilités. Et notamment, il y a un sujet qui est très compliqué, c'est le nucléaire, en général, en Europe. Donc, il y a quand même pas mal de chances que un label unique ne finisse pas par aboutir. Et que donc finalement, ce à quoi on peut se raccrocher, c'est SFDR, cette classification en articles 8, 9, même si ce n'est pas un label, hein, attention, mais 8, 9 et article 6. Oui, justement pour rebondir sur ce sujet, je suis toujours pas sûr d'avoir compris la différence entre SFDR et les labels. Pourquoi est-ce puisque maintenant c'est obligatoire, tous les fonds doivent s'afficher SFDR 6, 8, 9, pourquoi a-t-on besoin en supplément d'un label? Vous avez entendu la question? SFDR n'est pas aussi exigeant qu'un label, enfin que le label ISR France, hein, par exemple. SFDR ne va pas parler d'exclusion, et même en amélioration d'un indicateur, si on est sur l'article 9, il ne va pas quantifier cette amélioration. Chose que fait le label. Le label dit qu'il faut être meilleur qu'un univers filtré des 20% pires. Donc on est sur des choses plus concrètes. Il me semble que SFDR aussi ne fait pas l'objet d'un audit. Que pour le moment, c'est autodéclaratif. Justement, on va voir sûrement pas mal de sociétés de gestion qui vont devoir rebasculer des fonds qu'ils ont mis en article 9 en article 8 parce qu'ils ont peut-être été un peu trop optimistes. Non, parce que ça permet quand même de flécher justement, enfin de classer les fonds. Mais c'est vrai que ça n'enlève pas la nécessité d'avoir un label France, par exemple. Oui, je sais. Merci. Est-ce que marketer un fonds sans label dans l'univers de l'ESG et de l'impact est une hérésie? Je vais essayer, vous me dites si je dis des bêtises. Est-ce que marketer un fonds, c'est ça, est une hérésie? Sans label, pardon, oui, évidemment. Est-ce que marketer un fonds sans label est une hérésie? Je peux vous dire qu'on a dans notre offre un fonds qu'on commercialise depuis la création du comptoir en 2010, mais bien avant, depuis précisément 1996, qui s'appelle First Eagle Amundi International Fund, qui est un fonds SFDR 6 et parfaitement assumé. Je pense que ça va être plus difficile quand même de proposer des fonds qui n'intègrent pas un minimum de thématiques ESG. Tout simplement grâce à nos amis assureurs qui de moins en moins vont autoriser la présence de fonds qui n'intègrent pas un minimum ces critères-là, c'est-à-dire d'être des SFDR 8 ou 9. SFDR, c'est vraiment je dirais un acronyme de distributeur, hein, mais c'est tout à fait ce qui est en train de se produire. Vous dire que marketer un produit qui n'est pas... Non, ça l'est encore tout à fait possible, puisqu'on le fait encore avec ce fonds-là. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que certains investisseurs oublient la notion de gouvernance, qui est une notion souvent assez complexe. Dans le ESG, on entend souvent l'environnement, parfois le social, mais c'est encore assez rare. La gouvernance, c'est plus complexe, et la gouvernance, elle passe plus facilement sur des gestions typées j'achète, je détiens les titres longtemps,
j'ai une logique de propriétaire et j'ai pas une logique de trader, spéculateur. Et donc, cette Merci le speaker. Donc, je voulais juste vous dire que non, c'est pas impossible. C'est pas le sens de l'histoire parce que il faut intégrer ces logiques ESG, ne serait-ce que pour le bien-être de la population et des générations futures. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de s'en affranchir complètement. Donc oui, c'est encore possible. Ça le sera probablement beaucoup moins dans les 3 à 5 prochaines années. Bon, bah, vous l'avez compris. Ah, pardon, il y a une dernière question. Voilà, c'est la dernière, hélas, parce qu'on est assez timé. Bonjour. Donc, du coup, je comprends que la classification d'un fonds au sens de l'article 8 ou de l'article 9, elle est autodéclarative, comme vous le dites. J'ai cru comprendre également que ça engendrait la création d'un reporting, fonds par fonds. Mais alors, ces reportings, ils ne vont pas être envoyés aux autorités de tutelle pour que celles-ci puissent contrôler, je pense à l'AMF en France. Merci. Avez-vous entendu ? Alors, si, comme tout reporting, et d'ailleurs, il y a aussi le fait de classifier en article 8 ou 9 va aussi faire changer les prospectus et toutes les documentations officielles des fonds, parce qu'il faudra justement intégrer ces objectifs de développement durable, l'indicateur en question. Donc si, bien sûr, il va y avoir ces contrôles-là qui vont être faits. Et c'est pour ça que je dis que ça sera d'autant moins facile, enfin que certaines sociétés de gestion qui auront classifié en article 9 devront peut-être passer en article 8 certains produits, parce qu'ils ne pourront pas, mais oui, voilà, c'est justement ce que je disais. Parce que même si ça a été autodéclaré, après, il y a quand même la nécessité de faire le reporting en question auquel on s'engage, hein, bien sûr. Bon, bah, je pense que c'est la fin de cet atelier. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et puis, bah, bonne fin de soirée si vous allez au palmarès.